Bonsoir, 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 bienvenue. Nous parlons ce soir du panafricanisme, le congrès du Togo, le fiasco qui ne dit pas encore son nom. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Hervé, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes avec nos frères togolais ce soir pour discuter du 9e congrès panafricain qui vient de se terminer à Togo, ça veut dire à Lomé au Togo. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la famille du Coiffro. Dans notre espace, nous parlons du panafricanisme, le congrès qui vient de se terminer au Togo. Bonsoir Big Sister. Bonsoir Alice Poma. Nous discutons de l'Afrique, nous discutons de l'avenir de l'Afrique, nous discutons du panafricanisme, l'avenir du panafricanisme, ce que le panafricanisme est en train de devenir. Bonsoir, it's that girl? Good evening, sis. Welcome to this late show in our Coafro community of African descendant. Bonsoir, bonsoir, Zilk. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui font leur entrée. Nous parlons d'Afrique, nous parlons de renaissance africaine, nous parlons de panafricanisme, nous parlons de l'avenir de notre continent, nous parlons de l'avenir de la renaissance africaine. Bienvenue, installez-vous, nous allons lancer le live dans, disons, 2 minutes. Bonsoir, Two City. Bonsoir à tous les Africains descendants. Nous parlons ici de renaissance africaine et du nouvel ordre africain global. Bonsoir T-Blessing, bonsoir M-Louise, bonsoir User 3991. Bonsoir, c'est donc parti. Manu, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, on va commencer. Il s'agit ce soir de l'Afrique qui bouge, de l'Afrique positive. Et voilà, nous parlons à travers cet espace que nous sommes créés, le Coiffro. Ce soir, nous abordons la question de l'avenir du panafricanisme. Vous nous direz ce que vous pensez, hein, ce que vous croyez que... Tchala, bonsoir, que vous pensez que le panafricanisme... est-ce que le panafricanisme est toujours utile? Mafosa Christophare, good evening. Nous allons parler du panafricanisme ce soir. Est-ce qu'il est toujours utile? Est-ce que le panafricanisme est toujours utile d'après ce 9e congrès que nous venons de suivre au Togo, à Lomé? Est-ce que vraiment le panafricanisme remplit sa mission? Ce sont les questions que nous nous posons et nous allons essayer de les répondre. Voilà, est-ce que le panafricanisme remplit encore sa mission, celle qu'on lui avait confiée, que nous avaient confié nos pères, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, j'en passe et d'autres, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga qui est encore vivant. Donc voilà, on va commencer. Bonsoir chez vous. Vous êtes bien dans les lives du Coiffro et de l'Institut des études du monde africain contemporain, l'espace où on remet en question la condition existentielle des Africains descendants et le continent africain et celui des Taos, les territoires africains d'outre-océan. Ce soir, notre discussion va tourner autour de l'épreuve du panafricanisme, le diagnostic coiffrologique de l'écart. Donc, on parle de 1963
à 2025. On essaye de comprendre vraiment la tournure que le panafricanisme est en train de prendre en ce 21e siècle. Donc, il serait mieux peut-être qu'on reparte dans l'histoire, pas très très lointaine. Donc, il faut se dire que nous sommes en 1963 à Addis Abeba. L'Afrique célèbre sa fierté, disons sa liberté, mais Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta, ils nous lancent un avertissement prophétique. L'Afrique doit s'unir ou périr. Leur vision, une confédération immédiate. La réalité, les nouveaux États, justement, qui choisissent d'être nationalistes, donc la fragmentation. Il faut dire que c'est un moment crucial de l'histoire de l'Afrique qui se joue en ce moment-là. Donc, ce choix historique, disons, qui a été fait, qui a engendré un fossé de 60 ans. Mais alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, disons que ce soit à Lomé, à Addis Abeba ou ailleurs, tous les sommets africains, tous les sommets africains semblent panafricains semblent se répéter. C'est-à-dire, c'est les grandes idées, mais pas d'impact structurel. C'est donc pourquoi le professeur Mpeke Ntonga, que je suis, fondateur de l'aquafrologie, une nouvelle science panafricaine, je propose un diagnostic impitoyable, c'est celui de cet échec persistant que nous appelons l'écart de 1963. Donc, il faut se dire que l'aquafrologie, science de la restauration, identifie 4 murs qui bloquent la Renaissance africaine. Quand je parle de la Renaissance africaine, je parle tout simplement du devenir africain, de l'avenir des Africains, de ce que nous voulons qui est mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ces murs hérités de l'ère, justement, ces murs hérités de l'erreur de 1963 rendent tous les congrès complètement inopérants. D'abord, il y a le mur numéro 1 qui est la dépendance ontologique. Donc, nous mesurons notre succès depuis des années, nous mesurons notre succès avec les critères de Bretton Woods, 1944. Donc, la dette et du franc CFA 1941, notre worldview n'est pas souveraine, c'est-à-dire notre vision du monde ne nous appartient même pas, c'est pas notre propre vision du monde. Donc, nous touchons là la deuxième partie, ce sont les 4 murs de l'échec. Donc, notre worldview, notre vision du monde n'est pas souveraine, elle ne nous appartient pas, elle est empruntée. Nous battons avec les armes de l'adversaire. Et puis, le deuxième mur, c'est celui de la fragmentation organisationnelle. C'est-à-dire, l'Union africaine est un club de chefs d'État, pas, disons, un gouvernement fédéral comme cela devait être en réalité. Donc, les projectives néocoloniales révolutionnaires profitent de cette faille. Donc, le ZLECA, notre grand projet économique, risque d'être capturé si, disons, nos règles d'origine, le R2 sont faibles et favorisent la déviation de commerce par capital étranger. Le mur numéro 3, c'est le contraste sommet-base. Les élites institutionnelles sont déconnectées malgré l'immense conscience et l'enthousiasme de la jeunesse sur les réseaux sociaux. L'Union africaine dépend encore à 60% de financement externe. L'action populaire est bridée et il faut se le dire, nous regardons le cycle de l'échec. Chaque sommet, y compris celui en cours en ce moment à Lomé, est pris au piège. Pourquoi? Tout simplement parce que les résolutions sont identiques, elles sont pratiquement les mêmes, et parce que parce que la structure est la même, elle est identique. Donc, les pères fondateurs voulaient, pour que les choses soient différentes, les pères fondateurs voulaient d'abord,
gouvernement fédéral. Et puis 2, une monnaie commune. 3, une armée unifiée. Mais en retour, aujourd'hui, 60 ans après, qu'avons-nous? Nous avons une confédération de chefs et le maintien, nous avons une confédération de chefs et puis le maintien des zones monétaires coloniales et une force africaine en attente, le FAAA qui malheureusement manque d'autonomie et de financement. C'est l'héritage direct de la déviation de 1963. Donc, il faut se le dire, si Lomé ne signe pas un protocole de transfert de souveraineté contraignant un parlement fédéral, le résultat sera le même. De belles paroles, aucune action structurelle et les murs restent debout. Comment sortir de ce cycle? La coiffrologie ne propose pas une réforme, mais une rupture épistémologique. Il faut achever le projet de 1963. 3 impératifs. D'abord, la refondation organisationnelle, et puis ça veut tout simplement dire transférer immédiatement le pouvoir exécutif et législatif réel au Parlement panafricain sur la défense, la monnaie, le commerce. Et bien évidemment, il faut créer une véritable afro-organisation, c'est-à-dire une souveraineté épistémologique, remplacer le prisme colonial projectif par l'ontologie africaine dans l'éducation et la gestion. Garantir que la ZLECAf génère la création de commerce et non la déviation pour le capital extérieur. En 3, il y a la convergence base-sommet. Institutionnaliser le pouvoir de la diaspora et de la jeunesse, transformer leur conscience et leur enthousiasme en action politique, la seule voie pour que l'Afrique assume sa worldview, ça veut dire sa vision personnelle et sa liberté totale. Les enjeux des congrès ne sont pas cosmétiques, ils sont essentiels. 60 ans après l'avertissement de Kwame Nkrumah, le diagnostic de la coiffrologie est clair. Le panafricanisme institutionnel doit choisir entre la confédération stérile ou la fédération souveraine. L'avenir, il faut se le dire, l'avenir de la Renaissance africaine dépend justement de la capacité des leaders de démanteler enfin ces murs de 1963. Voilà pour ce qui est le fond de cette discussion, cette conversation que nous avons ce soir. Rebonsoir à chacun pour ceux qui sont là. Je suis le professeur Mpeke Ntonga, le fondateur de la coiffrologie, et nous parlons justement d'Afrique, de Renaissance, de nouvel ordre, de panafricanisme et justement du 9e congrès panafricain de Togo qui vient de s'achever. Bon, on nous a annoncé un congrès qui se présentait comme l'un des plus grands, l'un des plus bien orchestrés, avec la venue des stars justement, sur les stars qui brillent sur les réseaux sociaux, les stars panafricaines qui brillent sur les réseaux sociaux, à l'instar de Kemi Seba et Nathalie Yam qui ont fait défection, qui ont décidé de ne pas se présenter à ce congrès. Il y a eu des contestations de la part de nos frères togolais qui ne voulaient pas voir la présence de certains panafricains compte tenu du comportement belliqueux que ceux-ci appliquent sur la toile, sur les réseaux sociaux, et compte tenu aussi du rôle qu'ils jouent. Et finalement, bon, on ne sait pas quoi dire, mais on laisse chacun juger et puis faire son jugement par rapport aux stratégies, aux tactiques de communication, aux méthodes de communication que ces derniers utilisent pour pouvoir se retrouver avec
un certain nombre de personnes qui les suivent, et Dieu seul sait les raisons pour lesquelles ces personnes les suivent et ce que ces personnes finissent par avoir dans le chemin et puis dans ce suivi qu'ils font. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui est assez délicate parce que pour nous autres qui sommes des artisans du changement en Afrique, de la renaissance en Afrique, ce n'est pas parce que nous ne passons pas par les méthodes fortes, c'est pas parce que nous ne passons par les révolutions que nous considérons d'ailleurs comme des révolutions qui sont inappropriées. Ce ne sont pas des révolutions qui sont faites comme celles qui sont faites par le président Ibrahim Traoré ou alors Abdourahmane Chani, disons les États du Sahel. Bon, nous on sait plus qu'est-ce que c'est. C'est ce que nous appelons au sein de nos travaux de recherche les révolutions néocoloniales projectives. Ce sont des révolutions qui sont des révolutions qu'on emprunte aux Africains qui aujourd'hui migrent en Occident, plus particulièrement dans les colonies, dans les pays comme leurs anciennes colonies, ou alors leurs colonies, puisque ça continue, qui migrent par exemple en France, qui vivent à Paris, et qui, comme ça, passent leur temps à faire du lobbying, et puis désormais, c'est des actions un peu poussées, qui sont des manifestations dans les rues de France, des manifestations un peu partout en France, des manifestations sur les réseaux sociaux, à partir de la France, pour demander que les chefs d'État africains, les dictateurs africains soient renversés justement par les forces coloniales qu'ils considèrent les tenir au pouvoir jusqu'au moment actuel. Bon, c'est une approche, c'est une démarche, compte tenu du fait que les Camerounais ou alors les Africains, ils ont peur des représailles qui viendraient par exemple des forces coloniales, parce que nous sommes tous conscients que les populations africaines, pour la plupart, sont infiltrées, ont des collaborateurs qui travaillent avec les autorités, avec les personnalités, les services des ambassades. Les ambassades étrangères, ça, il faut se le dire, on connaît tous ce truc. Donc, aujourd'hui, qu'on se demande pourquoi les chefs d'État africains durent au pouvoir, c'est en partie à cause de ça. Il y a dans les États africains une sorte de terreur, qui est une terreur qui circule à travers des rumeurs que tout le monde essaye de faire circuler quand il a l'occasion comme ça d'avoir une entrée dans une chancellerie occidentale, il est la personne la plus vue, la personne la plus écoutée, la personne la plus forte, la personne la plus importante. Et il peut dire tout ce qu'il veut, il peut faire répéter tout ce qu'il veut pour faire en sorte qu'ils reçoivent les avantages, les privilèges qu'il voudrait avoir. Donc, c'est très connu et ça ne participe pas, ça n'aide pas à ce que la plupart des révolutions qui sont organisées en Afrique aboutissent. Moi, je comprends toujours pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les oppositions africaines, au lieu de s'en prendre, ça veut dire à la puissance qui soutient les dictatures africaines, mais ils s'en prennent plutôt aux dictatures africaines, au lieu de s'en prendre aux forces qui empowerise, qui donne de la force, qui donne, qui permettent aux autorités africaines de rester là, d'être là. On sait où se trouvent ces forces-là. Il y a des représentations diplomatiques étrangères, occidentales, dans tous les pays africains. Tout le monde sait ce qu'elles font. Tout le monde a vu ce que le Burkina Faso a fait. Tout le monde a vu ce que le Mali a fait. Tout le monde a vu ce que le Niger a fait. Les populations du Niger se sont soulevées. Ce sont elles qui se sont soulevées contre les anciennes colonies pour leur demander de partir. Ce scénario-là n'est pas encore parti de ma tête. Et je me demande pourquoi les autres États africains ne font pas pareil. Pourquoi, au lieu de s'attaquer seulement aux présidents africains qui sont là, pourquoi ne pas commencer
par faire des révolutions pour demander à ce que les diplomaties étrangères qui sont là, qu'on sait se mêler des histoires de notre pays, qu'on sait faire venir ou alors payer ou alors financer le terrorisme dans notre pays. Mais on est au courant de tout ça. Nous venons de finir une période d'élection présidentielle au Cameroun. On a entendu tout ce qui a dû se faire, nous avons vu tout ce qui s'est passé, et nous connaissons très bien que la France a un rôle important qu'elle joue au Cameroun. Et ce rôle-là, les Camerounais le savent. C'est quand même un mystère. Pourquoi les Camerounais, pardon, pourquoi est-ce que les Camerounais ne font jamais de marche pour demander aux forces françaises, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Maliens l'ont fait, et comme le Niger a fait, pour demander aux forces françaises de partir du Cameroun? Pourquoi ils ne feraient pas? Alors que on sait très bien que la France soutient le gouvernement camerounais. Et pourquoi partir du Cameroun au lieu d'organiser des manifestations, des révoltes qui font bouger le gouvernement à partir du Cameroun? Mais pourquoi les Camerounais fuient leur pays pour aller organiser des marches, des campagnes, des campagnes électorales à Paris, où ils interpellent les présidents français, où ils font tout un tas de bruit pour demander que les présidents français interviennent, et j'en passe, et d'autres. On est dans des scénarios de films vraiment abracadabrantesques en cette ère où nous sommes en train de vivre. Les paradigmes nouveaux, les paradigmes africains, où les Africains sont en train doivent justement venir avec leur connaissance, leur épistémologie pour imposer un certain changement dans le cadre déjà de la géostratégie, mais vous ne voyez rien de géostratégique. Avec tous les spécialistes en géostratégie que vous avez au Cameroun, vous ne voyez personne qui vient avec un nouveau paradigme, ça veut dire un modèle pour pouvoir remettre ce pays-là en place. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va justement pas pour que les Camerounais, qui sont réputés, reconnus pour être des grands avocats, des grands politiciens, des grands, mais qui n'osent pas. C'est comme je sais pas, c'est comme si c'est une affaire je sais même pas comment expliquer ça, mais je sais ce que c'est. Donc, il faut que les Camerounais prennent vraiment le courage de s'attaquer de leurs problèmes à partir de leur pays, à partir de leur État. Et ce n'est que par ça qu'ils vont changer la situation. Mais aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle vague de personnalités comme ça qui, je ne sais pas s'il faut les appeler des individus qui d'abord sont sortis du système scolaire très tôt, qui n'ont pas vu vraiment en l'éducation une voie pour pouvoir trouver un travail à la fonction publique, ou alors un travail dans les sociétés privées, ou alors dans l'entrepreneuriat. Disons que le Cameroun, c'est déjà un pays assez verrouillé. Beaucoup de services, beaucoup de possibilités sont verrouillées. Ce qui fait qu'à la fin, avec une population, une jeunesse galopante, de plus en plus nombreuses, qui ne trouvent pas de perspective dans le pays, sont obligés de partir. Et partir, il n'y a pas d'autre alternative que de se faire réfugié politique. Et se faire réfugié politique veut dire que vous devez commencer, dans le pays où vous allez, commencer à être un dissident, même si vous n'étiez pas dissident, commencer à faire le dissident, commencer à faire des lives, être reconnu comme un activiste qui veut la tête ou qui veut que le président parte. Ça crée comme ça des fausses révolutions et des faux profils de révolutionnaires qui, justement, font cela parce qu'ils voudraient avoir leur titre de séjour, leur papier pour vivre dans les pays où ils se trouvent. Ça fausse complètement le jeu panafricaniste ou alors le jeu de ces personnes qui ne se veulent même pas
être identifiés comme reconnus comme des panafricanistes. Ils se font identifier tout simplement comme des Africains qui, bon, soit ils se font identifier comme des homosexuels qui ont fui le Cameroun parce que le Cameroun interdit l'homosexualité, ou alors ils se font passer pour des activistes qui veulent la peau du président Paul Biya et ils l'assènent, le bombardent avec des injures et tout ce que cela comporte. Mais toujours est-il que ce n'est pas du tout sérieux parce que tout ça se voit et ça ressemble justement à quelque chose que je qualifie dans mon travail de révolution néocoloniale projective, parce que ce sont des individus qui sont là où ils se trouvent et qui, faute de se trouver au bon endroit pour faire leur révolution, pour voir le président de la République partir ou dégager, se retrouvent à des milliers de kilomètres pour faire ce travail et puis finalement font des cotisations, envoient de l'argent pour payer des petits groupes à qui on demande d'aller casser, aller faire du grabuge pour qu'à la fin les autorités, l'opinion, disons la communauté internationale, qu'ils appellent aussitôt, tout de suite, une fois que 2-3 pierres ont été jetées, on appelle la communauté internationale pour venir, disons, assiéger le Cameroun et comme ça imposer une transition et finalement faire basculer et imposer une certaine ou des communautés qui se sont déjà bien préparés, qui ont huilé le terrain à travers des lobbying, des contacts qui se sont faits dans les capitales coloniales où ils vivent, où ils sont installés, en attendant qu'un jour ou l'autre, ils vont continuer à faire des pressions dans les pays où ils se trouvent, aux autorités des pays où ils se trouvent, pour que ces autorités repartent de plus belle en Afrique, justement mater les gouvernements qui sont en place, les changer pour que eux ils sont installés à la place. Donc, c'est un peu la stratégie que beaucoup d'oppositions africaines, certaines oppositions africaines, mais il faut se le dire très très bien, c'est surtout ce qu'on voit aujourd'hui d'une certaine opposition camerounaise. Elle ne s'en cache plus, ça se lit, c'est des approches scientifiques qu'on découvre. On lit tout ça à travers des analyses scientifiques qui montrent exactement à travers des discours, à travers des postures. Vous voyez des porte-paroles, des leaders de partis d'opposition qui s'affichent, qui s'exposent, et puis qui montrent des vidéos où ils sont en train de discuter avec les responsables, les militaires de l'armée française et tout. Bon, ça a l'air comme ça des scènes de films qu'on se fait quand on est un jeune collégien, et finalement ça devient un peu la réalité quand on voit des gens qui vont dans des grands regroupements pour attendre voir le président Macron et l'interpeller pour lui dire voilà, il faut faire ceci pour le Cameroun, voilà, et j'en passe et d'autres. C'est ça, c'est devenu ça ce qu'on découvre avec les stratégies des Camerounais, qui sont des stratégies complètement, on se demande comment est-ce que un pays comme le Cameroun, qui voudrait être souverain, une opposition camerounaise qui voudrait être souveraine, voudrait prendre le pouvoir avec le soutien de l'ancienne colonie, avec l'ancien pouvoir, avec le pouvoir impérialiste, avec nos colonisateurs. C'est quand même étrange comme approche, et on se demande, on n'est pas obligé. Moi, je crois pas qu'on soit obligé d'être panafricaniste pour avoir des stratégies qui soient des stratégies souverainistes. On peut ne pas être panafricaniste, on peut être un Africain qui veut tout simplement que son pays retrouve une certaine souveraineté et décide qu'il va mettre sur pied des stratégies qui sont des stratégies africaines, une façon de réfléchir africaine, sans l'aide de qui que ce soit, avec les moyens qui sont africains, ou alors des moyens qui sont des moyens d'à côté, des forces
des forces autres que celle qui est notre force coloniale, surtout qu'on s'est rendu compte que notre force coloniale n'est pas là pour nous aider. Elle ne nous a jamais aidés, mais plutôt elle freine le développement du Cameroun, elle freine le développement des millions de Camerounais et elle vit, disons, de l'extraction de toutes sortes d'énergie qui se trouvent sur les territoires africains, notamment camerounais, et j'en passe et d'autres. Et ça, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange, et je continue à poser la question, pourquoi les pourquoi les Africains ne font pas comme les États de l'AES? Pourquoi les populations africaines des autres pays qui sont assujettis par les forces coloniales, qui sont, disons, contrôlés par les forces coloniales, ne déboutent pas les forces coloniales qui sont dans leur pays pour que celles-ci commencent à comprendre et commencent à foutre le camp et laisser faire en sorte que nous nous occupions de nos affaires nous-mêmes. On le sait très bien. L'ingérence de la France sur le continent africain ne se cache pas. Vous venez de voir ce qui vient de se passer entre le Bénin, le Nigeria voisin, qui s'est tout de suite mêlé. Ils se mêlent pas pour rien. Ils se mêlent parce que ils ont des rapports assez particuliers avec le président Macron, avec le président Bola Tinubu du Nigeria, et voilà, entre amis, ça devient une sorte de géopolitique des copains, des amis. Ce n'est plus la géopolitique d'Africains. C'est comme si le président Bola Tinubu, bon, quelque part, on se demande si il a un bout de dignité en lui, un bout de fierté en lui, pour savoir de quel côté vraiment qu'est-ce qui le motive pour se mêler des affaires d'un autre pays africain. Comment expliquer même déjà que du jour au lendemain, le président Bola Tinubu, sans même l'autorisation de son parlement, comme ça, diligente une attaque sur un autre pays étranger, qui puisse être, c'est un pays ami, qui demande par exemple son aide. Mais est-ce que nous les Africains, c'est comme ça que nous voulons vraiment faire les choses? Est-ce que c'est comme ça que nous voulons voir les choses? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose et que nous devons répondre. Donc, ça me ramène à cette sensible perception que je me fais, ça veut dire du monde africain contemporain, qui a besoin non pas seulement d'un leadership, mais d'un espace, un nouvel espace alternatif à l'Union africaine. Il faut que les Africains, on se mette au travail, qu'on réfléchisse et qu'on sorte un concept, qu'on crée un espace alternatif pour, disons, se mettre complètement en biais de l'Union africaine. Moi je dis, c'est possible, j'ai déjà mon idée que je suis en train de vouloir proposer à certains chefs d'État africains, parce que nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec des congrès qui sont des échecs. Ils se sont retrouvés dans ce congrès-là pour, je ne sais pas parler de quoi, et moi je peux vous dire, comme je viens de développer dans mon propos là, ce congrès, pour moi, quand même j'ai vu les personnes qui allaient être présentes, à part le frère bissau-guinéen qui a fait une intervention magistrale, qui a ravi la vedette à tous les invités qui étaient là, et parce qu'il a dit les choses comme elles devaient être, parce qu'il maîtrisait bien la problématique du Togo, ce qui se passait au Togo. Il n'est pas allé pour insulter Gnassingbé, non, il n'est pas allé pour insulter qui que ce soit, il a tout simplement dit que le panafricanisme, c'est pas ça. Le panafricanisme, si un pays organise des congrès panafricanistes, et c'est ce même pays qui emprisonne son propre peuple, pour peu que son peuple se rebelle, ou alors se révolte parce qu'il manque d'eau, parce qu'il manque des hôpitaux, parce qu'il manque ci et ça, là, c'est un problème. Là, il y a un problème. Donc, ce frère a
comme ça, évoquer quelques velléités que nous savons, le Togo traverse, et que certains aussi ont, disons, dont certains ont parlé à longueur de live sur Facebook, TikTok, j'en passe, et d'autres. Il y a un problème cependant, il y a un sérieux problème de cohérence en termes de communication, de cohérence en termes même d'attitude que ceux qui se présentent aujourd'hui comme être la voix du panafricanisme offrent à ceux qui les écoutent. Moi, je disais toujours, à l'époque où je faisais ma formation en CMC, Computer Mediated Communication, on nous expliquait que la toile, ça allait être un endroit où tout le monde pouvait venir et puis se placer, raconter ce qu'il veut, mais à une seule grosse différence, c'est que autant cet espace-là, cet Internet, ce cyberespace, vous donnez la possibilité d'être très vite vu, très vite écouté, très vite connu, très vite célébrisé, ça pouvait aussi vous briser, ça pouvait aussi vous casser, dans la mesure où, dans la langue, à la longue, vous vous exposez, vous retrouvez avec une cohorte de personnes, des milliers de personnes qui viennent vous écouter brailler, qui viennent vous écouter insulter les chefs d'État, parce que c'est des formules qui sont très connues dans les écoles de communication, des écoles de communication où on vous enseigne comment appâter les couches sociales pauvres, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous utilisez ces mêmes méthodes. Ce sont des méthodes occidentales ou certains des nôtres, au lieu d'utiliser des méthodes qui sont les méthodes africaines, parce que aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail de décolonisation. Nous faisons un travail de décolonisation. Mais aujourd'hui, devant le travail de décolonisation, nous avons nos frères qui vivent surtout ici en Occident, qui ont étudié toutes les sciences de domination, pour pouvoir venir par après dominer les leurs. C'est soit dominer les leurs par les sciences politiques, par la philosophie, par la psychologie, par la communication, j'en passe et d'autres. Quand vous voyez les Africains qui ont fait des études en Europe et qui sont en train d'avoir des interactions avec les autres Africains, il y a toujours comme une sorte de condescendance, de manque de respect qui est caractériel, comme si c'était une forme de logique même dans ces sciences-là qui devaient montrer votre supériorité, votre suprématie, votre je ne sais plus quoi dire, qui faisait en sorte que on vous reconnaissait une certaine respectabilité parce que soit vous saviez insulter les autres, vous saviez diffamer les autres, vous saviez rabaisser les autres, vous saviez tout ce que les Occidentaux font à nos chefs d'État, tout ce que les Occidentaux font à travers leurs médias, font à les masses de population africaine pour casser le moral des uns et des autres, pour réduire le moral des uns et des autres, pour nous ramener à un amour de nous-mêmes, un amour propre qui est extrêmement pauvre. Il faut comprendre. Les personnes pouvoiristes, pour pouvoir réclamer leur pouvoir, sont obligés de vous faire savoir que vous êtes nul. Vous êtes rien, vous n'êtes capable de rien. Pourquoi est-ce que vous pourrez suivre des leaders qui ne vous élèvent pas? Il y a des leaders. Je parle de ça dans mon essai. Je parle de ces leaders qui sont capables de souffler le chaud, de souffler le froid, de dire des vérités et dire des manipulations, de dire des mensonges en même temps. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous vous retrouvez avec des personnages de cette nature, il faut faire très attention. Quand des gens ont la propension de vous donner l'impression qu'ils vous racontent, ils vous font du storytelling, ils vous racontent des histoires, mais ne vous apportent pas des solutions, il faut faire attention. On n'a pas toujours besoin de toute cette certaines vérités, de certains ragots internationaux, c'est des ragots, il faut se le dire, c'est des ragots. Parfois, quand on vous raconte des histoires de je ne sais pas quoi, c'est des ragots qui relaient un tout petit peu les médias occidentaux. Moi, je me souviens
quand on était jeune, on allait au lycée, bah, on se plaisait à écouter RFI, bah, pour aller arroser, animer les conversations entre nous, pour montrer que, bon, on maîtrisait quelque chose de la politique internationale, de je ne sais pas quoi d'autre. Bon, donc, il faut pas oublier que chez certaines personnes, c'est resté des habitudes. Et certains croient que c'est ça, faire de la géopolitique. C'est pas de la géopolitique. C'est pas la géostratégie. On fait du storytelling, on raconte des histoires, on fait des commentaires, c'est des ragots. C'est des ragots tout simplement. Donc, beaucoup de gens, il y a comme ça, beaucoup de gens aiment écouter ces ragots, écouter qu'on les fasse peur, écouter qu'on leur raconte des histoires, écouter qu'on les endorme, parce que ils ne trouvent pas eux-mêmes la possibilité de pouvoir peut-être comprendre ce qui s'explique à travers le monde, et il leur faut comme ça d'autres personnes pour leur expliquer. Et souvent, quand ces personnes-là se rendent compte que justement vous êtes dépendante et que vous n'avez pas les moyens, les capacités de pouvoir réfléchir par vous-même, ben, ces personnes-là, ben, justement, vous font justement avaler toutes les couleuvres, toutes les conneries, toutes les salopéries, et ils peuvent vous manipuler pendant des années, pendant des périodes, jusqu'à ce que d'autres personnes se lèvent pour vous dire, faites attention, il faut prendre du large, il faut vraiment être très très disons critique, vous poser des questions, être très réflectif par rapport à ce que certaines personnes vous racontent à longueur de direct, à longueur de live. Nous sommes devant une réalité, c'est celle moi je dis, nous sommes devant une réalité, c'est celle des recommandations qui nous ont été laissées par nos pères panafricains. Celle d'abord de travailler. Nous les intellectuels, nous les influenceurs, comme vous voulez, nous avons la lourde responsabilité de rapprocher les Africains, de créer cet espace africain où nous avons la possibilité de réunir nos forces, de réunir nos connaissances pour faire avancer l'Afrique. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va le faire si nous avons des frères qui passent leur temps, par exemple, à insulter les autres? Des frères qui passent leur temps à faire ça s'appelle de l'auto-sabotage. Si vous pensez que vous apportez un changement alors que vous faites la politique des impérialistes, la politique de nos prédateurs qui font le diviser pour mieux régner. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, vous insultez un président de la République du matin au soir, vous incitez l'autre opposant du matin au soir. Votre approche, c'est d'abord l'insulte, la diffamation, les menaces, et j'en passe et d'autres. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas le panafricanisme. Vous êtes une sorte d'impérialiste caché, un agent qui est là, qui donne l'impression de travailler pour éveiller la communauté. Non, il n'éveille aucune communauté. Il fait ce que nous appelons, au sein de la coaphologie, il fait ce que nous appelons la géostaticologie. C'est-à-dire, c'est une géostratégie pour endormir les masses. C'est une géostratégie pour émerveiller les gens, épater les gens, donner l'impression d'être un connaisseur. Pourtant, un scientifique qui écoute les médias tous les jours vous dira exactement les mêmes choses. Si vous écoutez RFI, France Info, je ne sais pas où, c'est exactement les mêmes chaînes de télévision que ces personnes-là écoutent, bah, qu'ils viennent vous raconter des choses le soir, mais qu'ils habillent proprement en parlant de panafricanisme, alors qu'au fond, bah, ce sont pas vraiment des panafricanistes. Si vous êtes panafricaniste et vous ne vous en prenez pas d'abord aux recommandations qui nous ont été laissées par nos pères, vous n'êtes pas panafricaniste, vous êtes une sorte d'homme d'affaires, d'un businessman qui se sert du fonds de commerce du panafricanisme. Mais il faut se le dire, le panafricanisme a des recommandations. Le panafricanisme a des recommandations qui ont été laissées par ses pairs. Kwame Nkrumah, qui nous ont laissé, comme je venais de vous dire ici, que nous avons la mission d'unir l'Afrique ou périr. Alors, si vous rencontrez des panafricanistes qui oublient cette prérogative-là, d'unir l'Afrique ou périr, qui passent leur temps à raconter d'autres histoires, qui passent leur temps à développer d'autres volets qui ne sont rien, qui n'ont rien à voir avec les volets prioritaires du panafricanisme, il faut faire attention.
Il faut faire attention. Même les panafricanistes qui passent leur temps à dire oui, ils racontent des histoires, ils racontent l'histoire du panafricanisme. On va raconter l'histoire du panafricanisme jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va raconter l'histoire du panafricanisme? Le panafricanisme a besoin d'être transformé en un outil scientifique puissant et percutant. C'est de ça qu'il est question. Sinon, ça devient une pensée que tout le monde va utiliser, va ressasser du matin au soir. Tu te lèves un matin, tu dis oui, je suis panafricaniste, et puis tu commences à préparer des révolutions depuis ta chaise, là où tu es assis, on ne sait pas où. Tu commences à demander aux gens depuis je ne sais pas où, parce que tu as appris qu'au Népal, ils ont fait une révolution étant je ne sais pas où, parce que à Madagascar, ils ont fait une révolution en étant je ne sais pas où. Non. Les gens qui font les révolutions sont sur le terrain. Les gens qui font les révolutions sont sur le terrain. Alors, nous avons cette nouvelle tendance, ce nouveau panafricanisme, qui est un panafricanisme des prismes coloniaux projectifs qui, justement, fonctionnent avec ce que j'appelle des PNP, des révolutions néocoloniales projectives qui se servent des locaux, des Africains eux-mêmes qui vivent dans la diaspora, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'autres moyens. Pourtant, des grands politiciens, des grands philosophes, des grands géostratèges, des grands je ne sais pas quoi, mais qui ne sont pas en mesure de revoir même tout simplement les priorités africaines, les priorités panafricaines. Et ça, vous voyez cela à travers justement les conférences qui sont tenues, les thématiques des conférences qui sont tenues. C'est comme ça que vous vous rendez compte que c'est encore un autre coup foireux. Des gens qui se sont fait de l'argent, qui sont partis arnaquer des gouvernements pour justement avoir de l'argent, pour organiser des grands événements et puis empocher des sous. Et après, les Africains, le peuple africain continue à attendre, et même encore que ce peuple africain, on l'invite même pas à ces grands événements, à ces grandes messes-là, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Du moment où on va commencer à prendre les Africains au sérieux, ça veut dire organiser des conférences, organiser des congrès, organiser des festivals où ils sont impliqués, pas pour venir danser, pas pour venir écouter, mais pour venir dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Alors nous avons commencé à faire les choses comme elles doivent être faites. Nous commençons à avoir un panafricanisme qui est un vrai panafricanisme, qui s'occupe vraiment des gens parce qu'il va écouter les gens. On ne peut pas se lever un matin et puis écouter France 24, RFI, lire Jeune Afrique, et comme ça se faire une idée, et puis venir s'asseoir sur une chaise, commencer à bombarder les gens avec des histoires, alors qu'on ne s'est jamais déplacé pour aller vivre dans un pays quelconque pendant au moins un an, ou alors des mois, pour comprendre la douleur de ce peuple-là, mais se lever comme ça du matin au soir, on dit oui, on parle à la place de ce peuple-là parce que on connaît la douleur de ce peuple. Non, vous ne pouvez pas connaître la douleur de ce peuple si vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous avez rencontré ce peuple, vous avez discuté avec ce peuple, et comme ça, ce peuple vous mandate, vous donne l'autorisation d'aller parler en son nom de ses griefs, de ses douleurs. Sur la toile. C'est aussi une sorte de mépris qu'on donne à ces peuples, parce que chaque peuple a une certaine pudeur à parler des douleurs que ce peuple-là rencontre. Tout individu a une certaine pudeur à travers son pays. On ne s'exprime pas, on ne dit pas tout. C'est pas parce que les Togolais, ou alors les Ivoiriens, ou alors les Camerounais, ou alors tous ces peuples-là, ils n'ont pas à dire, qu'ils ne disent rien sur leur pays. Non, c'est parce qu'ils ont un certain amour pour leur pays, parce qu'ils ont une certaine affection pour leur pays, parce qu'ils sont conscients que commencer à exposer ce qui se passe dans leur pays, sur les réseaux sociaux, sur la toile, c'est tellement flagrant, ça va tellement vite, ça se répercute très vite, que une fois que c'est fait, c'est difficile à rattraper, c'est difficile à corriger. Donc, plusieurs personnes préfèrent rester tranquilles, travailler dans l'ombre des stratégies, ou alors passer leur temps à créer des associations où ils forment, où ils préparent
les jeunes générations, les générations prochaines à des révolutions plus conséquentes, plus puissantes. Et ce travail-là, beaucoup de gens le font. Beaucoup de panafricanistes qui ont une certaine vision pédagogique le font. Ils sont sur le terrain, ils forment des jeunes. Moi, je suis au courant, je suis en contact avec plusieurs associations panafricaines que je soutiens financièrement qui font ce travail pédagogique de préparer les futures générations qui vont être en mesure, justement, de renverser les gouvernements en place, que ce soit par les élections, que ce soit par n'importe quel autre moyen qu'il soit, pour que, justement, ils reprennent les rênes des pays et que les choses reviennent dans l'ordre. Donc, moi, je crois pas vraiment que la solution soit de faire des invectives, de s'auto-saboter. On passe le temps à s'auto-saboter sur la toile, à exposer les leaders africains, à les insulter. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pour certains, c'est des méthodes de chantage, on appelle ça le chantage. Le chantage comme le chantage que nos présidents, nos chefs d'État subissent à travers RFI, France Info, tous ces véhicules, tous ces médias, et aussi même le téléphone, c'est-à-dire le chantage, par diplomatie au téléphone, on vous appelle, vous donnez des injonctions, des ordres, et puis voilà. Donc aujourd'hui, nos influenceurs, nos pseudo-panafricanistes, qui sont conscients de ces pratiques-là, qui sont au courant de ces pratiques-là, aujourd'hui, les utilisent pour faire chanter les chefs d'État africains, pour faire chanter les hautes personnalités africaines, et ça semble marcher. Alors, si ça semble marcher, ça envoie un message, négatif, et ça ouvre comme ça des brèches pour des activités qui deviennent des activités professionnelles où nous allons avoir des Africains qui vont continuer à travailler dans la perspective d'être des agents ou alors des fonctionnaires cooptés qui travaillent non pas pour la renaissance africaine, non pas pour que l'Afrique sorte du marasme dans lequel l'Afrique se trouve, non pas pour que les populations, les pauvres familles, les familles qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger, qui n'arrivent pas à trouver d'argent pour se faire soigner dans des hôpitaux, puissent avoir une sorte de moyens de survivre comme ça par rapport à ce que nous appelons la CEADA, la condition existentielle des Africains descendants. Nous nous retrouvons avec une société africaine où vous avez des intermédiaires, vous avez des individus qui vivent en Occident et qui se mettent comme ça, ils s'exposent sur les réseaux sociaux pour que les maîtres, ça veut dire les gouvernants des États où ils vivent, parce que vous pouvez pas m'expliquer que vous vivez en France, vous vivez en Allemagne, vous vivez je ne sais pas où, et vous donnez le luxe d'insulter, ça veut dire les autorités, tout ce que vous pouvez imaginer, je me suis dit, et que vous continuez à vivre dans ces pays-là sans être dérangé. Ça n'a pas de sens. Il y a dans les réseaux sociaux une logique de l'exposition. Les gens s'exposent en insultant les dictatures, en insultant ceux qui soutiennent les dictatures pour s'exposer, pour se faire voir, pour s'attaquer au système, pour dire au système, je suis au courant, je sais ce que vous faites, je suis lucide et je vous expose. Et pour taire ce phénomène-là, on vous contacte, on envoie des gens vous parler, vous dire voilà, est-ce que tu peux pas retourner tes fourches là, tes saillies là, tes armes là, plutôt contre X ou Y au lieu de t'en prendre à nous. Si tu le fais pas, on t'envoie des menaces tout de suite, on te prévient tout de suite, on commence à te faire ressentir combien on peut te nuire. Et quand tu vas commencer à sentir qu'on te nuit, on commence par te couper ton salaire, on te fait virer de ton travail, on te coupe tes vivres, on te coupe tout, et voilà, tu te retrouves sans source de revenus. Et en fin de compte,
Ben écoutez, moi je vous raconte des trucs que j'ai étudiés. J'ai étudié en sciences de développement des communautés. J'ai étudié comment on casse les révolutionnaires, comment on réduit les révolutionnaires à rien du tout. Et des fois, quand je vois apparaître certains individus qui se lancent dans un certain style de révolution, je me dis, oh, 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 il faut faire attention. Et tout de suite, bah, 6 mois après, je commence à me rendre compte que les théories que nous avions étudiées à l'université, alors en ce moment-là, commencent à s'appliquer. C'est simple, c'est simple. Un révolutionnaire, un influenceur qui vient se faire distinguer, c'est comme ça que moi j'appelle ça, qui vient se faire distinguer sur les réseaux sociaux, est quelqu'un qui vient s'exposer. C'est comme une demoiselle dans TikTok qui se déshabille, qui montre ses seins, qui montre ses fesses pour qu'on la voie. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais les autres ont fait ça en se faisant passer pour un expert de je ne sais pas quoi, et puis voilà, et puis voilà. Donc, voilà, on se présente comme ça passe très bien, et on commence à bombarder, insulter les dictateurs, les chefs d'État africains, et j'en passe et d'autres, quand bien même on a été amis avec ces dictateurs-là, on a été proche de ces dictateurs-là. Bon, il faut qu'on trouve des éléments qui créent une sorte d'embarrassement pour que des gens vous contactent pour vous dire, mais écoute, c'est quoi ton histoire? Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Et si tu ne le fais pas, c'est parfois aussi des menaces. Comme si c'est par exemple la France va vous envoyer tout de suite des menaces pour vous dire, il faut que tu arrêtes ça. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir. Et ils vont te le faire. Dur, quoi. Voilà. Comme je vous disais, on commence par vous couper votre salaire. On vous coupe, on vous fait licencier. On vous fait licencier, on vous fait perdre votre travail. Quand vous avez perdu votre travail, vous commencez à ne plus être capable de vous occuper de votre famille, de vous-même. Vous êtes obligé de trouver des moyens pour exister. Et pour exister, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous allez passer outre l'éthique pour trouver des possibilités de pouvoir vous faire de l'argent pour exister. Et malheureusement, certaines personnes se retrouvent dans ce cercle-là. N'oubliez pas, hein, les forces qui nous gouvernent vous suivent. Ils vous observent, ils vous écoutent tous les jours. Et ils voient comment est-ce que vous êtes en train de commencer à dégringoler progressivement. Ils sont toujours là, ils vont toujours revenir vous voir pour vous dire, est-ce que tu n'as pas encore bien réfléchi par rapport à la proposition qu'on t'a faite il y a quelques mois? Tu es déjà, tes finances sont mal, ta situation, comment je veux dire, professionnelle, tu n'as plus de métier, tu n'as plus de travail, et puis bon, ça devient un peu compliqué, et du coup, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix, tu vas te remettre à utiliser ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire insulter, relayer maintenant RFI, relayer, c'est-à-dire les insultes que RFI ne peut pas faire. On a trouvé quelqu'un qui est très intéressant, qui est très habile. Toi, tu peux les faire et on va te demander de les diriger vers un opposant que, disons, le gouvernement d'un pays X ne voudrait pas, n'aimerait pas, ou alors voudrait jeter le discrédit. Voilà, c'est comme ça que vous empochez des sous et vous allez commencer à lancer des saillies, raconter des histoires, sortir des trucs contre certains chefs d'État africains juste pour fragiliser leur aura, fragiliser leur réputation. Donc, voilà, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est dommage qu'il y a aussi des jeunes africains qui sont rentrés dans cette logique-là, dans cette perspective-là, de devenir des influenceurs sur les réseaux sociaux, comme ça s'exposer, mais pas seulement s'exposer pour être visible, mais pour avoir les papiers ou des statuts en France, ou je sais pas où, n'importe où, mais aussi pour pouvoir être de potentiels agents qui travaillent pour les services secrets, qui infiltrent les populations, qui vont prendre des informations à gauche, à droite, qui les ramènent à des services pour justement faire avancer
la présence et la domination perpétuelle des forces coloniales dans nos pays. Je les appelle, ces gens, je les appelle tout simplement des gens qui manipulent le prisme colonial projectif. Donc, au bout d'un certain moment, il va falloir qu'on sache comment filtrer, tamiser ces personnes, parce que elles ne rendent aucun service positif à l'Afrique. Elles n'aident vraiment pas l'Afrique. L'Afrique, nous sommes en train de travailler pour la renaissance africaine. Nous sommes en train de travailler pour le changement de la situation dans laquelle nous sommes en Afrique. Et si nous avons des agents doubles qui exercent dans notre communauté, on ne va pas avancer. Voilà pourquoi il faut se le dire clairement. Il faut se le dire clairement. Les révolutions qui sont faites en Afrique, dans les pays comme le Cameroun, ne vont jamais aboutir parce que les structures coloniales sont encore en place. Elles n'ont pas été enlevées. Et le seul moment où il faudra enlever ces structures coloniales, c'est quand nous serons en mesure de faire des révolutions sur le terrain dans lesquelles nous allons déclarer que nous changeons nos constitutions, nous changeons le nom de notre pays, nous changeons les politiques éducatives et que nous n'enseignons plus, par exemple, les langues étrangères chez nous et que nous allons enseigner nos propres langues dans nos universités. Quand nous aurons ce type de révolution-là, quand nous serons capables au Cameroun de faire des révolutions où nous demandons de façon explicite le départ des forces étrangères qui nuisent à notre pays, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Moi, je vous dis tout simplement aujourd'hui que ce soit les élections présidentielles, que ce soit tout ce que vous voulez, le Cameroun n'est pas prêt à changer parce que les Camerounais, tels qu'ils sont, les Camerounais sont des agents doubles. Les Camerounais ont domestiqué la colonisation française. C'est un peu triste à dire, mais les Camerounais sont satisfaits de la présence, de la domination française dans leur pays. Parce que il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles notre président, le président de la République, Paul Biya, est toujours en place. C'est aussi simple que ça. Si le président de la République, Paul Biya, réussit à faire des petites, disons, des petites virgules, comme on dit très traditionnel, très vulgairement chez nous au Cameroun, on parle de Zolo. Si le président de la République, Paul Biya, réussit à mettre des zolos, c'est-à-dire de passer la balle entre les jambes des présidents français, il faut quand même se dire, c'est parce que il est là depuis longtemps, il les connaît très bien, et finalement, c'est peut-être lui la solution, c'est peut-être lui la raison pour laquelle peut-être le Cameroun peut sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais il faut tout simplement s'assurer que le président Paul Biya est soutenu par une population qui veut vraiment que le Cameroun sorte de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Vous ne voyez pas des manifestations au Cameroun, vous ne voyez pas des mouvements qui vont dans le sens panafricaniste pour exiger au chef de l'État certaines attentes qui sont des attentes panafricaines. On a un panafricanisme au Cameroun qui est une petite poignée de gens, ils sont pas très nombreux. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la force. Comment est-ce qu'ils peuvent faire la force dans un pays qui est 75% pro-néocolonialisme? Comment est-ce qu'ils vont faire la force? Le président de la République, Paul Biya, lui aussi, il écoute les tendances qu'on lui dit. Il est au courant des forces politiques qui dominent le pays. Les forces qui dominent le pays au Cameroun sont néocolonialistes. Comment est-ce que le président de la République va aller à l'encontre de ces forces-là? Comment? Donc, il faut que les forces
de l'opposition camerounaise sortent complètement du néocolonialisme, qu'elle se panafricanise et que ce message panafricain, quand il arrive au président de la République, Paul Biya, il est conscient qu'ici, il ne peut pas faire autrement. Voici la tendance, la force qui domine dans le pays. Voici la pensée qui domine dans le pays. Mais je vous dis clairement, le Cameroun est un pays néocolonial. Le Cameroun est un pays néocolonial. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Qui est Chiroma, qui est Maurice Kamto, qui est je ne sais pas qui. Ils baignent tous dans le néocolonialisme. Jusqu'à ce que nous ayons au Cameroun une opposition qui soit une opposition panafricaniste, qui envoie des signaux forts au président de la République. Le président de la République va s'obstempérer et il va offrir aux Camerounais ce que les Camerounais veulent. Pour ce qui est aujourd'hui, ce que moi, je puisse vous dire, ce que je comprends, ce que j'analyse, la situation du Cameroun, les Camerounais ne sont pas prêts à quitter le néocolonialisme. Voilà pourquoi le président Paul Biya est toujours en place. Aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Voilà pourquoi tous ceux qui font de la gesticulation politique au Cameroun, c'est des néocolonialistes. Tous de l'opposition, j'en passe et d'autres, néocolonialistes. Aussi simple que ça. Quand nous aurons au Cameroun, disons, une frange assez consistante, ou alors une grande proportion de la population au Cameroun qui soit vraiment panafricaniste et qui marche, qui va dans les rues pour exiger justement que les choses changent, vous verrez que les choses changeront. C'est pas une question d'interdit de pouvoir marcher. Si vous annoncez que vous êtes des panafricanistes et que vous allez faire une marche panafricaniste pacifique dans le pays, ou alors que vous allez participer aux élections dans le pays et que vous soyez majoritairement en train de gagner les élections dans les urnes et j'en passe et d'autres, ça veut dire en tant que panafricaniste, il y a de fortes raisons que le président, il commence à lâcher du lest, il commence à entrer dans des négociations. Vous forcez à ce que le président change sa façon de percevoir sa politique. C'est ça l'art de faire la politique. Il faut mettre une certaine pression au chef de l'État pour que le chef de l'État se rende compte qu'il y a des forces. Les forces ne sont pas seulement aller faire les révolutions dans les rues. Les forces ne sont pas seulement aller insulter le chef d'État. Les forces ne sont pas seulement aller, je ne sais pas quoi, toutes les démonstrations que les gens font. Les forces, ça peut aussi être votre capacité à rédiger des articles qui présentent la situation nationale, qui offrent des stratégies pour le changement, parce que les autorités de chaque pays ont des services qui lisent les articles qui sont écrits par les leaders, par les opposants et j'en passe et d'autres. Mais les Africains, pour la plupart, disons même les Camerounais qui sont, comme on dit, je sais même pas pourquoi on le dit, que les Camerounais c'est des grands intellectuels. Mais vous êtes grands intellectuels, vous n'écrivez pas, vous n'êtes pas dans la recherche, vous n'apportez rien de nouveau, que ce soit dans la géopolitique, dans la géostratégie. Vous répétez tous les jours ce que vous lisez dans les grands livres Machiavel, j'en passe et d'autres. Vous faites des grandes citations, mais vous n'apportez rien à votre plus-value africaine. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, que les Africains, qu'on rentre dans notre épistémologie, dans notre science africaine qui a été abandonnée pour ressortir des paradigmes nouveaux que nous offrons aux Africains pour répondre aux problèmes africains, pour changer la donne africaine. Voilà pourquoi rien ne change, rien n'avance, mais on vous dit oui, celui-là il est docteur, il est agrégé, il est je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que représente un agrégé camerounais qui n'est pas en mesure de changer la situation de son pays? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça vaut? Si ça peut seulement raconter des histoires, mais moi je vous dis, ce que tout le monde raconte comme géostratégie, c'est ce que RFI raconte, c'est ce que France 24 raconte, c'est ce que tout le monde raconte, mais
allez un peu sur les réseaux sociaux, écoutez les jeunes africains qui font de la communication sur les réseaux sociaux, qui racontent des histoires. Ils racontent justement des histoires qu'ils écoutent dans la radio, les télévisions, et puis viennent s'asseoir comme moi ce soir, et puis commencent à vous raconter des histoires. C'est ce que tout ce monde l'a fait. C'est pas parce que vous êtes habillé en disons, en titre de docteur, de je ne sais pas quoi, agrégé, machin, que ça change quelque chose. Non, c'est des sciences où vous ressassez des techniques qui sont des techniques pour faire peur aux populations. C'est ça la géostratégie. La géostratégie, c'est la justification du pillage de l'Afrique. Alors, quand les gens se lèvent des matins, ouais, je suis géostratège, je suis géostratégiquement parlant, eh ben, il faut qu'on enrôle tout le temps tout ce racontage, toute cette fumisterie avec tout le temps géopolitique, géostratégie, pour dire des choses qui n'ont pratiquement pas de sens, des choses qui n'avancent absolument rien, des choses qui n'apportent aucune solution. J'ai écouté le président Faure Gnassingbé tout à l'heure, quand il faisait l'ouverture du congrès, 9e congrès panafricain, mais j'allais mourir de rire. Je disais, mais c'est pas possible. Mais ils se font conseiller par qui, ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent, nous les Africains, dans cette situation-là, dans ce genre de situation? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est de ça qu'il est question. Vous pouvez voir tout de suite qui est la signature du discours du président. Tout de suite, nous qui sommes quand même, qui avons étudié les influenceurs africains qui se retrouvent sur le continent pour se faire des conseillers, pour je ne sais pas quoi, on retrouve les signatures. Ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas du tout avancer parce que, il y a rien dans les discours qui montrent qu'il y a un changement. C'est les mêmes qui se sont transformés. Ils ont quitté leur service, les officines où ils travaillaient avant, pour venir s'investir maintenant à leur propre compte en Afrique. Ils continuent à faire le même travail. C'est celui de piller l'Afrique, de prendre l'argent aux présidents africains, de travailler avec les présidents africains et leur fournir comme ça des faux discours avec des faux concepts qui ne nous font pas avancer, qui ne font pas que l'Afrique aille de l'avant, parce que c'est les vieux discours réchauffés et qui sont des propos, disons, de nos parents, à l'époque où nos parents, justement, parlaient de l'Afrique. Il y a 60 ans, à 60 ans, nous sommes aujourd'hui en 2025, nous parlons de coaphrologie. Nous ne parlons plus de ce qui avait 60 ans. Ce qui avait il y a 60 ans, c'est un aspect historique que nous récupérons pour pouvoir construire des nouveaux paradigmes. On ne va pas rester dans 60 ans, on ne va pas rester pleurer 1963. Parce qu'on a raté la Confédération africaine. Non, il faut avancer. Il faut avancer et trouver des nouveaux modèles, trouver des nouvelles solutions, trouver des nouvelles stratégies pour tout mettre en place des nouveaux paradigmes. Où sont donc les intellectuels africains? Où sont donc les intellectuels africains qui travaillent vraiment au lieu de donner des discours comme ça maladroits à nos chefs d'État, des gens qui sont des conseillers de nos chefs d'État, qui continuent à perpétuer ce que moi j'appelle dans mon travail scientifique l'épistémicide. L'épistémicide, c'est cet embrouille qu'on a, c'est toute cette masse de connaissances étrangères, exogènes que nous avons, qui ne nous servent pas, qui nous font tourner en rond, qui ne nous permettent même pas d'avoir des solutions, mais qui sont là, qui nous font continuer, qui perpétuent le travail de néocolonial avec les présidents que nous avons, qui viennent et qui tiquent les boîtes, qui continuent à juste être là, et ça continue, on fraude les élections, on change les constitutions, et on est toujours là. Et nos fameux conseillers sont conscients de ça. On ne peut pas changer le continent avec ce genre de personnes. On ne peut pas. On ne peut pas.
Donc, c'est ça le problème qu'il y a. Donc, il va falloir qu'on se donne le temps de commencer à préparer les populations, de faire un travail d'éducation, vraiment un travail d'éducation très, très sérieux, très, très approfondi, et attendre sans se presser, parce que à force de vouloir se presser, à force de vouloir faire partie des présidents qu'on n'a même pas la possibilité de faire partir, qu'on n'a même pas la force de faire partir, vous ne pouvez pas rester derrière vos ordinateurs et croire que vous allez faire comme ça des miracles, faire sauter les présidents de la République du jour au lendemain. Non, vous devez être des Assimi Goïta, vous devez être des Ibrahim Traoré, vous devez être des Ibrahim Chani pour pouvoir le faire. Sinon, franchement, faites votre divertissement sur les réseaux sociaux si vous ne faites pas de la pédagogie. Si vous ne faites pas de la pédagogie panafricaniste, vous faites du divertissement. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est pas des révolutions. C'est pas des révolutions. Si peut-être des révolutions il y a, c'est soutenir celles qui sont en train de se faire dans les États du Sahel. Et aussi, si pour révolution il faut faire, ce sont des révolutions pédagogiques dans lesquelles chacun doit apporter, chaque intellectuel africain doit apporter des nouvelles pédagogies pour changer les modèles d'éducation qui se trouvent dans nos pays. Nous devons décoloniser l'éducation. Nous devons décoloniser l'enseignement dans nos pays. Et c'est là où on attend nos grands savants, nos grands géostratèges. Il ne faut pas écrire un livre ou 2 ou 3 livres pour raconter les histoires des terrorismes alors qu'on a besoin des livres d'éducation. Notre peuple a besoin d'éducation, mais une éducation basée sur un travail, une pédagogie sur les connaissances africaines. Les connaissances africaines existent. Les connaissances de guerre, les connaissances de bataille, les connaissances de politique. Nous avons tout inventé. Nous avons tout inventé. Il suffit de reconsidérer l'Afrique comme le berceau, pas seulement de l'humanité, mais le berceau de toutes les sciences. Et ça, je le démontre dans mon travail scientifique à travers mon ouvrage, L'aquaphologie, une science panafricaine. Quand vous lirez ce livre-là, vous vous rendez compte que, justement, toutes les sciences, je dis bien, ont commencé en Afrique. Et quand vous avez lu l'aquaphologie et que vous commencez à ressentir la puissance, le pouvoir que vous donne la connaissance que vous trouvez dans cet ouvrage-là, vous commencez à vous rendre compte que, justement, vous êtes, vous qui m'écoutez, un dépotoir de connaissances qu'il faut travailler pour que ces connaissances-là produisent ce qu'on appelle une science. Et une science, c'est un paradigme. Un paradigme, c'est une clé pour résoudre l'énigme. Un énigme, peu importe lequel, qui est l'énigme de notre condition existentielle, de nous les Africains descendants dans le monde. Combien sommes-nous? Combien sommes-nous? Imaginez que dans les, je ne sais pas combien de millions aujourd'hui nous sommes, ou milliards nous sommes, que chacun soit une clé ouverte grâce à l'aquaphologie, la nouvelle science panafricaine. Imaginez ce qui va se passer. Voilà pourquoi, moi, j'anticipe déjà, je parle de renaissance, la vraie renaissance africaine. Parce que la renaissance que nos oncles, Thabo Mbeki, Nelson Mandela, le révérend pasteur, j'oublie un peu son nom là, ça va me revenir, mais ils nous ont offert un panafricanisme dans lequel ils nous ont ramené dans ce que nous sommes, notre essence, Ubuntu. Ils nous ont ramené dans le Ubuntu. Ubuntu, c'est la matrice, c'est la communauté, c'est la famille, c'est nous ce que nous sommes. Mais dans le Ubuntu qu'ils nous ont ramené, l'aquaphologie rajoute Kama, le Kemet, c'est-à-dire la spiritualité, la quintessence spirituelle africaine qui a été développée en Égypte.
Ben, nous avons une combinaison qui nous donne Ubuntu Kama, qui sont deux nouveaux concepts qui nous permettent d'avoir des bases. Quand vous lirez les ouvrages que nous produisons à travers l'IEMA Kikao, si vous allez par exemple sur Academia pour fouiller certains de nos articles, nos essais, nos articles, pour découvrir déjà ce que nous avons pu produire sur Ubuntu Kama, vous allez commencer à comprendre que nous sommes là sur un énorme chantier. Et cet énorme chantier ouvre déjà les portes, les voies de cette vraie renaissance africaine qui est scientifisée. Disons, la renaissance africaine qui avait été offerte par le révérend pasteur Desmond Tutu et Nelson Mandela et Thabo Mbeki n'avait pas un aspect scientifique. C'était beaucoup plus un aspect, disons, idéologique. C'était beaucoup plus idéologique, c'était beaucoup plus conceptuel, idéologique. Mais là, nous nous retrouvons avec une science. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier tout ce qui se fait. Vous pouvez prédire à travers un assemblage des concepts qui existent, anticiper et prédire ce qui va arriver. C'est ça la coiffologie. C'est ça la coiffologie. Aujourd'hui, nous avons une science africaine qu'on peut utiliser, avec laquelle on peut se servir pour préparer, pour orchestrer une vraie renaissance africaine qui fait basculer les choses, qui fait basculer. Nous sommes en train de vivre une ère. C'est l'ère de la renaissance africaine. Nous vivons l'ère de la Renaissance africaine. C'est une ère nouvelle où de nombreux nouveaux paradigmes sont en train de converger comme ça dans ce qui doit être le monde africain contemporain. Voilà pourquoi moi, quand j'étais à l'université, j'ai conçu ce réceptacle tout de suite qui n'existait pas. J'ai conçu le monde africain contemporain qui s'appelle le Coafro pour pouvoir récupérer tous ces concepts qui nous venaient comme ça des forces énergétiques cosmiques et qui sont aujourd'hui en train de se traduire en paradigme. Et chaque paradigme dans la coiffologie est une clé pour le développement africain. Le 27 janvier prochain, je présente pour la première fois la coiffologie, notre science africaine nouvelle, à un grand événement international à l'université de Derby, c'est à Birmingham, ici au Royaume-Uni. Pour la première fois, la coiffologie sera présentée au monde et vous aurez l'occasion, certainement peut-être, d'avoir des extraits de vidéos ou alors de revues qui vous parleront de cet événement parce que ce sera un événement interplanétaire, ce sera un événement mondial. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler, nous nous battons, nous faisons un travail sur la base de notre épistémologie. Cette épistémologie existe. C'est le travail fourni par Marcus Garvey, William Dubois, Paul Gilroy, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Théophile Obenga, il est encore vivant. Nous venons de perdre tout récemment Ngudi wa Thiong'o et j'en passe et d'autres. Ce travail-là, il faut qu'on l'exhume pour extraire la sève, la substance de ce que nous sommes, ce qui nous représente. On ne peut plus accepter que les gens se lèvent comme ça un matin et ils se font passer pour des panafricanistes. Ils occupent la toile, ils occupent le cyberespace pour s'auto-saboter. Ce n'est pas du panafricanisme. Les panafricanistes qui insultent les autres panafricanistes, qui passent leur temps à diffamer les autres panafricanistes, ce n'est pas du panafricanisme. C'est tout, mais pas du panafricanisme. Le panafricanisme qui veut l'union, dont a parlé Kwame Nkrumah, ne peut pas diffamer son frère. Le panafricaniste qui veut le rassemblement ne peut pas parler
d'insulter son frère. Le panafricanisme qui veut l'union, le rassemblement des peuples, de tous les peuples africains et des frères africains de la diaspora, ne peut pas être en compétition avec son autre frère africain. Même si c'est un président de la République et un dictateur, le panafricain consciencieux ne se met pas sur les réseaux sociaux pour diffamer un leader africain, peu importe, peu importe. Allons se faire ça entre nous à la maison, organisons des situations, organisons les choses. Organisons nos rencontres africaines comme on savait le faire à l'époque ancestrale. Nos ancêtres, quand les ancêtres n'étaient pas contents, quand nos aïeux n'étaient pas contents, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone, on tapait le tam-tam, on tapait le tam-tam d'une certaine façon, et tout le monde accourait. Et quand on accourait, on se retrouvait dans l'arbre à palabres. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça dont parle la coiffrologie. Utilisons le cyberespace comme une caisse de résonance pour se reconnecter entre nous les Africains, pour se remettre ensemble entre nous les Africains. Moi, quand je finissais ma formation, je croyais beaucoup que l'Internet, la connectivité, ça allait accélérer le processus de notre libération. Ça allait accélérer le processus de notre rassemblement. Ça allait accélérer le processus de la recréation de nos liens les plus forts. Malheureusement, comme par hasard, les agents néocoloniaux sont sur la toile et ils font ce que on espérait pas qu'ils vont faire, mais ils sont en train de le faire. Ils sont en train de faire ce que j'appelle dans mon travail les révolutions néocoloniales projectives, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils se commissionnent eux-mêmes, ils se présentent eux-mêmes pour s'exposer eux-mêmes, pour être vus par les impérialistes, pour que plus tard, ils soient utilisés pour les impérialistes au moment où on aura besoin d'eux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de ça qu'il était question. Ce soir, il est déjà 1h du matin et je me rends compte que vous ne faites que débouler. Nous avons du travail. Disons, le congrès de Lomé est fini avec tout ce que nous avons découvert, tout ce que nous avons vu. Bon, maintenant, moi je continue à dire que du moment où ce congrès est fini, le congrès est fini, mais est-ce que après le congrès, justement, ils ont pu, disons, mettre sur pied, disons, des décisions qui permettent comme ça de se rendre compte que quelque chose va se mettre en place dans les prochains mois. Je parle par exemple, est-ce qu'ils ont pensé à mettre sur pied un protocole de transfert de souveraineté, contraignant ainsi un parlement fédéral. Le résultat sera le même s'il n'y a pas ces structures. Est-ce qu'ils ont décidé de créer, disons, de remplir les recommandations que nous savons que nous devons avoir, par exemple, notre armée africaine, notre parlement africain, un vrai parlement africain. Rien du tout. Et ce congrès est fini avec les mêmes qui sont là. Moi, je l'ai entendu, le président Yassingé Faure, qui parlait plus de place de sécurité au Conseil de sécurité, une place pour les Africains. Mais est-ce que c'est de ça vraiment qu'on a besoin? Nous devons créer nos institutions alternatives. Nous devons créer nos institutions alternatives. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi nous, au sein
de l'aquafrologie, nous avons conçu le paradigme de l'alternativationnisme. Le concept, le paradigme de l'alternativationnisme, c'est ça derrière moi. C'est ça derrière moi. C'est de dire, si vous nous fermez cette porte-là, nous allons chercher une autre voie. Nous allons chercher une autre alternative. Aussi simple que ça. L'Union africaine, elle ne marche pas, il faut créer tout de suite, là, maintenant, l'alternative. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer à dire, oui, bon, on va faire la CEDEAO, ça casse les pieds. Bon, on sort de la CEDEAO, on crée quelque chose d'autre. C'est exactement ce qui se passe avec les frères de l'État de l'AES. C'est l'alternativationnisme politique, aussi simple que ça. Quand vous commencez à faire ça, vous vous faites respecter et vous partez, vous faites ce que vous avez à faire, vous ne vous occupez plus des autres. Aussi simple que ça. Depuis que les membres des États de l'AES sont partis, ils font ce qu'ils veulent, ils ont quitté la CEDEAO, ils s'en battent complètement les pattes, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils créent des alternatives. C'est la même chose. Quand on dit on est fatigué de la France, mais créez des alternatives. Cherchez des contacts d'autres pays, des pays qui vous apportent ce que la France ne vous empêche d'avoir. Aussi simple que ça. Ces leçons-là, c'est des leçons simples que tous les États africains doivent commencer à intégrer. Il faut pas procéder. Aujourd'hui, nous vivons un monde pluriversel. Pluriversel veut dire, tu ne peux pas rester avec le même client qui t'achète ton pétrole ou alors qui prend ton pétrole, qui extrait ton pétrole. Non, va chercher d'autres et tu re-signes de nouveaux contrats avec les nouveaux. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que les chefs d'État africains soient toujours en train de croire que oui, si c'est la France, c'est toujours la France, la France, la France, la France. La France, elle peut chialer comme elle veut. Si la France ne répond pas aux attentes que nous espérons, tant mieux, quoi. On va chercher ailleurs. Donc, bon, voilà, merci. Tu peux, merci beaucoup, merci pour tous ceux qui envoient des soutiens, qui nous soutiennent. Donc, voilà, vous êtes sur le Global Coafro, notre cercle, notre petit coin entre Africains et Africains descendants. Et nous parlons d'Afrique, nous parlons de comment changer notre continent, comment améliorer les conditions existentielles des Africains descendants. Et voilà, nous parlons aussi de l'aquafrologie, qui est une nouvelle science panafricaine qui commence à faire ses pas vers ce que nous considérons comme des propositions pour que nos chefs d'État commencent à prendre en considération ce que nous espérons que les peuples africains attendent. Donc, nous avons aussi parlé du congrès, le dernier congrès panafricain, qui, pour nous, on savait déjà que ça allait être un échec, parce que ça s'annonçait déjà comme un échec, parce que les structures, les personnes qui organisent ce congrès étaient déjà un problème. Donc, du coup, on savait que ça ne va pas apporter quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas être des néocolonialistes et parler de panafricanisme. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le panafricanisme, c'est pas ça. Le panafricanisme, ce n'est pas de venir organiser des grands événements. Vous avez invité, tout le monde vient bien habillé. Il y a des logos à gauche, à droite, et tout un tas de trucs. Non, c'est pas le panafricanisme. Moi, c'est ce que j'appelle, dans mon travail scientifique, c'est ce que j'appelle justement l'écart de 1963. L'écart de 1963 a des répercussions. Il faut que les panafricains, aujourd'hui, s'arrêtent pour faire une évaluation de depuis 1963. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a évolué? Où est l'Afrique depuis 1963? Où le projet de Kwame Nkrumah a été rejeté pour que les nationalistes soient mis en place. Où en sommes-nous? Quelles sont les analyses que nous faisons avec le nationalisme
qui a germé, qui a émergé en Afrique. Où en sommes-nous avec l'Union africaine? Où en sommes-nous avec l'unité africaine? C'est de ça qu'il est question. Si nous allons de congrès en congrès sans être en mesure de faire des bilans, sans être en mesure de faire des évaluations, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien de bon. Et on ne fait que tourner en rond et on va se retrouver avec des individus qui vont s'arrimer à ce système-là parce que c'est une sorte de business, ça devient un business qui va attirer des gens qui vont justement, qui sont conscients que c'est un business et pour se faire inviter dans ce business-là, vont insulter les leaders africains, vont taper sur les présidents africains, et pour que vous arrêtez de taper sur eux, ils vont vous inviter, et ils vont vous donner de l'argent, et à peine vous arrivez dans le pays, votre discours a changé. Vous commencez à parler d'eux comme des saints, des anges, et j'en passe et d'autres. Ça s'appelle tomber dans un piège comme un petit rat. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot à cela. Et à cela, les leaders africains ont toujours su comment prendre les activistes de mauvais à goût. C'est bien triste, mais vous apprenez ça à l'université quand vous faites des formations où on vous explique ce que c'est que les révolutions, comment est-ce que ça finit, comment est-ce que ça commence et comment est-ce que vous devez vous préparer en tant que activiste qui s'en prend à des causes aussi grandes. C'est très facile. J'ai vu le piège de Fort Gnassingbé depuis très longtemps, mais je me demandais lequel des chefs d'État africains va le tendre pour que certains influenceurs, moi je les appelle papadafricanistes, ce sont des influenceurs africains pour qu'ils y tombent. Et quand ils y sont tombés, c'est fini. Il faut pas beaucoup pour casser les activistes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Il faut pas beaucoup. Il faut les prendre dans ce qu'ils aiment. S'ils aiment l'argent, parfois c'est pas qu'ils aiment l'argent. Parfois c'est qu'ils ont été mis dans des postures où ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de moyens. Ils ont été mis dans un régime de dessèchement. Et quand vous êtes dans ce régime de dessèchement, tout le monde vous suit, tout le monde vous regarde et tout le monde vous tend le piège, qui va être le piège qui va vous finir. Et ça, c'est fait. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce soir, l'Afrique sera debout, l'Afrique est en marche, la Renaissance, la vraie, est en marche. Je vous convie, je vous invite à monter dans le train ou alors la caravane et d'apporter votre contribution. Partagez ce live, parlez de la coiffrologie, cherchez sur la coiffrologie, il y a des travaux qui ont déjà été faits. Découvrez la coiffrologie. Je serai à l'université de Derby au cours de ce festival où je vais intervenir, je vais parler et je relayerai ici justement cette présentation où la coiffrologie va être mise devant, disons, les feux des projecteurs pour, bien sûr, le monde entier au mois de janvier, le 27, le 28 et le 29. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais vous quitter pour le moment et on se dit à très bientôt pour un prochain live ce week-end. Allez, bonne nuit chez vous. On se dit Ubuntu, Ubuntu Kama. Au revoir.